Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le débrief. L'Assemblée Générale des Nations Unies s'est donc tenue à son habitude en septembre. C'était la 79e édition et c'était là aussi, là encore, l'occasion pour le Maroc d'affirmer ses principes sur tant de sujets qui intéressent le monde et en particulier nos deux priorités nationales, la question palestinienne et la question du Sahara marocain. Représentant Sa Majesté le Roi, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a rappelé les fondamentaux marocains concernant notre cause nationale. Je le rappelle rapidement, 1. Le soutien aux efforts du secrétaire général et de son envoyé personnel pour une solution politique réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis. 2. L'autonomie sous souveraineté marocaine comme seule et unique solution. 3. Les tables rondes avec la participation de toutes les parties, notamment l'Algérie, comme seul format de ce processus politique. Et 4. Enfin, 4. Le respect scrupuleux du cessez-le-feu par les autres parties comme préalable à la poursuite du processus politique. Les provinces du Sud ne sont qu'une énième confirmation de l'ancrage du Maroc sur sa profondeur africaine, comme en témoignent les infrastructures construites dans ces régions et les différentes initiatives du Royaume pour le continent, désenclavement du Sahel ou façade atlantique. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a eu une intense activité à New York en marge de l'Assemblée générale, mais aussi à Washington, posant le Royaume comme un acteur incontournable en Afrique et en général, et au Sahel en particulier. Avec nous pour traiter de ces thèmes, Khalid Chegraoui, bonsoir et merci d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau. Merci Sadis. Vous êtes historien africaniste, vous êtes vice-doyen de la faculté de gouvernance de sciences économiques et sociales de l'UM6P et vous êtes aussi senior fellow au Policy Center for the New South. Merci d'être avec nous. Merci. Merci, marhaba. Mohamed Hitami, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président directeur général du groupe Le Matin. Et ex-financier aussi, je vous dis toujours, merci aussi d'être avec nous. Et par liaison depuis Paris, le sénateur Christian Cambon. Bonsoir sénateur, je ne sais pas si la liaison est établie. Vous êtes envoyé spécial pour les relations internationales du président du Sénat. Vous êtes aussi président du groupe interparlementaire d'amitié France-Maroc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, une question, nous sommes à moins d'un mois du vote de la prochaine résolution du Conseil de sécurité sur la question du Sahara. Quelles grandes évolutions, Mohamed Hitami, je commence par vous, quelles grandes évolutions pouvons-nous relever concernant le Sahara cette année dans le monde? Parce que pour lui, ça va être pour l'Afrique. Je pense que... La résolution 2703. Exact. Il ne faut pas s'attendre, je dirais, à un résultat différent de ce qui a été déjà dit, peut-être un peu plus renforcé, plus affirmé, puisqu'on s'attend à ce que le Conseil de sécurité réaffirme la prééminence de la proposition marocaine, surtout qu'entre-temps, de nouveaux renforts sont arrivés, si on peut dire, puisque la France a acté que la proposition marocaine est la seule viable et acceptable. Les États-Unis viennent de le rappeler hier, juste hier, lors d'une rencontre avec M. Nasser Bourita, avec M. Blinken. Et il ne faut pas aussi oublier qu'il y a eu une rencontre entre le sous-secrétaire d'État américain aux affaires étrangères et le ministre algérien des affaires étrangères en marge des assemblées. Et il a rappelé que l'Algérie devait faire preuve de coopération et devait contribuer positivement à la résolution de ce conflit. Donc on s'attend à ce que le Conseil réaffirme la même position qu'il a eue depuis des années. M. Nasser Bourita a rappelé aussi qu'à ce jour, 109 pays ont appuyé la proposition marocaine, donc tout va dans le bon sens. Ça fait quand même deux permanents du Conseil de sécurité qui reconnaissent la marocanité du Sahara. Khalid Chegraoui, en Afrique, quelles évolutions il y a eu depuis la dernière résolution? Déjà, on a connu quand même un changement extrêmement important concernant les rapports de certains pays africains avec la question du Sahara marocain, beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus de courage d'ailleurs dans la prise de position vis-à-vis de cette question. Il faut rappeler aussi que cette question envenime un peu les relations interafricaines et le fait de se positionner pour ou contre le Maroc impacter les relations du pays X qui va se positionner par rapport au Maroc et par rapport à l'Algérie. Mais je pense que beaucoup de pays africains aujourd'hui sont assez libres, ont quand même dépassé un certain nombre de complexes géopolitiques et géostratégiques et peuvent facilement exprimer leur véritable position et surtout après leur véritable compréhension de la question. Donc on a vu récemment, d'ailleurs de ces dernières années, quand même une certaine présence active des représentations
et des consulats africains, de pays africains dans les provinces du Sud, à peu près une trentaine récemment. Beaucoup de pays, même s'ils sont dans l'autre camp, on les considère dans l'autre camp, et qui avaient reconnu la pseudo-raste, mais en réalité, quand on voit la réalité des relations, ce sont des relations qui sont nullement existantes, ni ambassade parfois, ni contact, et même on a remarqué qu'il y a des États, sans les nommer, qui évitent le contact direct et même en secret avec les représentants de cette organisation fantôme. Donc les choses ont changé et il faut rappeler aussi que le pouvoir algérien n'a plus cette aisance de se représenter comme un leader au niveau du continent africain, avec des problèmes au niveau de la situation locale et surtout un certain recul de la présence de la diplomatie algérienne au niveau du continent africain. Et il faut aussi relier tout cela aux changements internationaux, ce qui s'est passé au niveau de la crise Russie-Ukraine, ce qui s'est passé au niveau des relations africaines et européennes récemment, a remis plein de choses en question, et surtout les anciens leaderships africains. Alors là, il va falloir rappeler quand même qu'il y avait un certain nombre de totems qu'on ne pouvait pas bousculer, et certains monuments qui étaient là extrêmement imposants, tels l'Égypte, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Algérie, quand même. Beaucoup de choses ont changé dans ces pays et ça a impacté leur position vis-à-vis du Maroc. Khaled Chegraoui, puisque vous parlez de l'Algérie, l'Algérie a un ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Monsieur Attaf. Il a eu une joute avec notre représentant permanent qui est Omar Hillel, pendant que le ministre algérien des Affaires étrangères expliquait les menaces qu'il y avait en Afrique. Omar Hillel lui a répondu qu'il était d'accord avec le diagnostic, mais qu'il avait oublié que de dire que les menaces venaient, enfin les origines et les causes des menaces. Et il a même dit, Omar Hillel, l'Algérie, monsieur le ministre, est la mère de tous les dangers servant de repère aux séparatistes, terroristes et extrémistes. Khaled Chegraoui, je fais donc appel à votre quasi parfaite connaissance de la région sahélienne, de la région africaine francophone. Quel est le rôle de l'Algérie au Mali, qui a dénoncé, si j'ai bien compris, l'accord de 2015, mais plus généralement au Sahel? Mais au fait, c'est ce qu'on disait depuis toujours. Bon, parfois, quand on lisait à nos amis, qu'ils soient africains ou européens, on disait, mais non, c'est parce que vous avez des problèmes avec l'Algérie que vous le dites. Mais non, le grand problème aujourd'hui, c'est que tout est parti de cette Algérie. Et revenons d'ailleurs pour le Mali, pour être beaucoup plus concret, la majorité des accords concernant le nord du Mali, concernant la question de l'Azawad, sont passés par Alger. Depuis l'accord de 1992 à l'époque de ATT, jusqu'à l'accord de Tamanrast en 2005, jusqu'aux derniers accords de 2015. Mais attention, quand il y a autant d'accords et absence de paix, il va falloir se poser la question un jour, à quoi ça sert de se réunir à Alger ou de se réunir à Tamanrast pour rebelote l'année d'après, où chaque fois qu'il y a un changement de régime, on n'arrive pas à stabiliser la question. Première chose. Deuxième chose, est-ce que ce qui s'est passé en Algérie lors de la décennie noire n'a pas un peu bouleversé les choses? Parce qu'à un moment donné, certes, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre vraiment ce qui s'est passé en Algérie à cette époque-là. Est-ce que c'était juste un problème de terrorisme islamiste contre un pouvoir en place, ou bien il y avait un certain nombre de manigances? D'ailleurs, beaucoup de documents aujourd'hui le prouvent qu'il y a eu énormément de manipulations de la part des pouvoirs locaux, usant et utilisant de ce qui s'est passé en Algérie lors de la décennie noire pour mieux contrôler le système économique et politique. Ce qui s'est passé à la fin, c'est qu'une fois qu'on a terminé avec cette décennie noire à coup de massue et à court de prison et quelques négociations en dessous du tapis, on a remarqué que ces mouvements terroristes, soi-disant en Algérie, ont migré vers le sud. Ça a coïncidé avec des accords de Tamanrast de 2005 et qui sont le complément de 1992, où on a obligé le pouvoir central malien de vider le nord de ses forces sécuritaires. Et là, ça a causé une situation d'indigence et de la population et du pouvoir dans la place, un manque des fonctions régaliennes de l'État et un remplacement de ces forces régaliennes de l'État par des terroristes venant du nord. D'ailleurs, tous les émirs, si c'est en fait, presque la majorité, si ce n'est tous, sont des Algériens.
avec des interférences. Et puis, on voit très très bien que les Algériens, en fait, d'ailleurs, tu étais avec moi, à un moment donné, on était au Mali, tu connais ma relation avec les Maliens, ce qu'ils se disent, ce qu'ils nous disent en secret, ils n'arrivaient pas à le dire, ils devaient gérer leur grande frontière de 1000, à peu près 1200 km avec l'Algérie. Le problème, c'est qu'ils partagent une population au nord comme au sud de l'Algérie, les Touaregs, et qu'ils partagent énormément d'intérêts, et que le fait que le pouvoir algérien a été extrêmement imposant. Et je pense que les Algériens, comme le Niger, comme d'autres pays dans la région, commencent à se libérer, et ils vont encore plus libérer leurs paroles et prendre leur destinée en main et ne plus passer par d'autres capitales étrangères afin de régler leurs problèmes domestiques. Et d'ailleurs, je reprends une de vos idées lorsqu'on discute de la question. Il faut qu'on arrête quand même de parler du Sahel et essayer de parler au Sahel. Et laisser les Sahéliens parler entre eux-mêmes. Oui, tout à fait. Quand je disais votre connaissance quasi parfaite, c'était pas une clause de style. Vous venez d'en donner encore la preuve, Mohamed Aïtami. Si on continue d'élargir le spectre diplomatique algérien, on relève qu'il a des amitiés, que ce pays a des amitiés avec des États qu'on voit. C'est problématique. Chacun pour une raison différente. Afrique du Sud, le Venezuela, l'Iran. Et puis on constate aussi des dissensions croissantes avec les pays du Sud européen, enfin du pays méditerranéen, à l'exception de l'Italie. Des dissensions aussi avec les États du Conseil de coopération du Golfe. On va où comme ça? C'est une trajectoire qui a été choisie et qu'il est très compliqué et complexe de se reprendre. Ils sont entraînés dans cette logique, et il suffit de voir un petit peu le bilan de notre diplomatie pendant les 79e Assemblées Générales et le bilan des rencontres du ministre des Affaires étrangères algérien. On est dans une position diamétralement opposée. Et donc, il s'accroche quand même à des concepts et à des idées qui sont dépassées, nées de la guerre froide, et il persiste et signe, comme on dit, pensant qu'avec cette démarche, ils vont pouvoir aboutir. Et le malheur, c'est qu'ils sont face, je pense que c'est une diplomatie, c'est une démarche qui est face à un mur, et qu'on s'est installé dans le déni. Les choses ne vont pas avancer de cette manière, et j'espère qu'il frôle aujourd'hui la situation d'État paria, d'État qui vient défendre les principes de l'ONU, mais qui contrevient aux résolutions de l'ONU. La dernière mesure en date, le visa, l'instauration du visa. Quelle est la prochaine étape? On peut se poser la question, effectivement. Oui, il y a une sorte de déni et de fuite en avant qui est très certainement destinée à une consommation intérieure, parce que dans la réalité, ça n'aboutira absolument à rien du tout, puisque Certaines personnes expliquent que cette instauration du visa était pour attirer le Maroc vers la réciprocité, la fameuse réciprocité, et que donc empêcher les Algériens de venir ici au Maroc. Ça vaut ce que ça vaut, je ne sais pas, c'est une analyse qui a été faite un peu... Je pense que c'est destiné à une consommation intérieure. Oui, et ça fait partie aussi d'un certain nombre de décisions, de retrait, de rappel des ambassadeurs chaque fois qu'un pays se positionne avec le Maroc. Donc je pense que c'est beaucoup plus... Je pense que Aïtami a raison, c'est beaucoup plus pour la consommation interne, montrer comme quoi cette Algérie est toujours assez forte, parce que c'est un peu le discours des dirigeants algériens, l'Algérie leader dans le monde, dans la géopolitique internationale. Maintenant, jouer avec sur le Venezuela ou sur l'Iran, c'est des paris perdants. C'est des paris perdants. Parce que même ces pays-là, à un moment ou à un autre, vont regarder leurs propres intérêts. Et en matière, je dirais, de relations internationales, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que des intérêts. En plus de ça, il y a aussi une sorte d'inconstance. Ce qui a caractérisé la diplomatie marocaine depuis toujours, c'est une certaine constance, une certaine visibilité. On sait à quoi s'attendre vis-à-vis du Maroc. On sait ce qui fait réagir le pays. Et même les réactions du Maroc ont toujours été très posées, très sereines, très construites, et aussi avec une démarche qui fait aboutir. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne va pas s'arrêter. Alors que ce qu'on constate dans cette manière algérienne, c'est soit de profiter de certaines opportunités. Aujourd'hui, on sait très bien, par exemple, que la Tunisie est très vulnérable d'un point de vue financier, et ainsi de suite. Et on va
plus ou moins faire chanter ce pays. C'est un peu la démarche telle que je me l'explique. Très bien. Alors, nous sommes en liaison à partir de Paris avec le sénateur Christian Cambon. Rebonjour, sénateur. Vous êtes donc le président du groupe interparlementaire d'amitié France-Maroc. Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que le 31 juillet, le président Emmanuel Macron avait adressé une lettre au roi Mohamed VI dans laquelle il appuie le plan d'autonomie marocain, dans laquelle aussi, il précise aussi que, je cite, le présent et l'avenir du Sahara s'inscrit sous la souveraineté marocaine. Alors, en votre qualité de président du groupe parlementaire, interparlementaire, expliquez-nous comment votre pays est arrivé à cette conclusion, à l'exprimer aussi clairement après tant d'années. Je pense que vous avez des choses à nous dire. Alors, d'abord, bonjour à tous et merci de cette invitation. Je voudrais bien évidemment vous dire que c'est avec une grande satisfaction que nous avons pris connaissance fin juillet de la lettre que le président français, le président Macron, a adressée à Sa Majesté le roi à l'occasion de la fête du trône. Dans cette lettre, il y avait cette phrase que vous venez de rappeler et qui est d'une clarté au-delà même de ce que nous étions en mesure d'attendre, puisque l'on parle du présent et de l'avenir du Sahara occidental qui doivent se situer dans le cadre de la souveraineté du Maroc. Et autre précision d'importance, il s'agit dorénavant d'une position intangible de la France. C'est un élément pour lequel nous avons beaucoup œuvré, à la fois avec mon collègue Mohamed Zidou, président du groupe d'amitié Maroc-France à la Chambre des conseillers, ainsi que ses prédécesseurs, et moi-même qui ai l'honneur de présider ce groupe depuis une quinzaine d'années. Et nous avions à de très nombreuses occasions, et moi-même en direct, auprès du président de la République, de son conseiller diplomatique, des ministres des Affaires étrangères, nous avions souligné depuis longtemps la nécessité pour la France de clarifier sa position. Nous nous cachions en quelque sorte un peu jusqu'à cette lettre dans une position un peu, on dirait en français mi-chèvre, mi-chou, qui utilisait un langage particulièrement diplomatique pour ouvrir la voie à cette position nouvelle sans toutefois aller au fond des choses. Là maintenant, les choses sont parfaitement claires et dans la fin de cette lettre, le président de la République demande à toutes les parties de se réunir au plus vite pour essayer d'avancer en regardant l'avenir et en ne restant pas éternellement sur les querelles du passé. Le groupe d'amitié France-Maroc au Sénat et le groupe d'amitié Maroc-France présidé par Mohamed Zidou ont travaillé, j'allais presque dire d'arrache-pied, mais peut-être beaucoup plus que nos collègues de l'Assemblée nationale, si vous me permettez cette incidente. Je rappelle que ce groupe d'amitié est ici le plus important de tous les groupes d'amitié du Sénat de la République française. Et donc, avec près de 70 sénateurs, nous avons œuvré dans ce sens pour que, enfin, on reconnaisse ce qui était une évidence. J'ai eu moi-même l'occasion à 3 reprises d'aller au Sahraoui, que ce soit Dakhla, et j'avais pu constater, ainsi que mes collègues, toutes sensibilités confondues, de tous les efforts que le Maroc a fait en matière de développement de cette région et aussi en matière de sécurité, car je n'oublie pas que si le Maroc n'avait pas pris toutes les mesures qui ont été prises en matière de sécurité, c'est peut-être la sécurité de l'Europe elle-même qui serait mise en difficulté et nous aurions peut-être dans cette région du monde ce que nous connaissons en Somalie ou dans d'autres contrées. Donc, nous nous réjouissons bien évidemment de cette prise de position. Elle va être bien sûr confirmée de manière solennelle très prochainement, puisque on le sait, les 29 et 30 octobre prochain, le président de la République fera une visite d'État à l'invitation de Sa Majesté. J'aurai l'honneur de l'accompagner et je pense que ce sujet sera réaffirmé. Alors bien sûr, il ne doit pas s'agir d'une simple position de principe, mais il faut que les actes puissent suivre les paroles. Et je pense que à la fois en matière d'investissements économiques, et je pense que le mouvement est déjà entré en vigueur, mais aussi par quelques gestes publics, il faut que nous puissions manifester cette nouvelle position qui, de mon point de vue, est absolument essentielle. Cela va apparemment de soi, sénateur. Quelle serait la pertinence et l'importance de cette reconnaissance française pour le Sahara marocain, pour la marocanité du Sahara?
cette décision a plusieurs incidences. D'abord, encore une fois, je pense que le fait que la France, membre du Conseil de sécurité, et qui a encore, malgré tous nos déboires, un peu de relations en Afrique, je pense que c'est une position qui était attendue par de nombreux autres pays. Et si je prends en compte les contacts que nous avons avec des pays qui ne se sont pas encore positionnés, je pense que la position de la France pouvait être attendue et qu'elle va clarifier et peut-être amplifier le mouvement de reconnaissance de cette souveraineté sur le Sahara occidental qui deviendra Sahara marocain. Donc ça, c'est un élément diplomatique qui n'est pas sans importance. Pour la France, bien évidemment, comme je viens de le dire, c'est aussi une volonté nouvelle d'intensifier les relations avec cette partie de l'Afrique, à la fois sur le plan de la sécurité, sur le plan de son développement économique, mais aussi avec le souci de contribuer à la stabilisation du continent africain. Et lorsque j'ai pu avoir par le passé des contacts avec nos amis algériens, qui restent nos amis algériens, et la France gardera cette relation privilégiée qui n'est pas bien facile, croyez-moi, mais néanmoins, je pense que la France peut jouer justement un rôle pour faire comprendre à votre grand voisin qu'il est temps de cesser ce conflit qui dure depuis trop longtemps, qui paralyse beaucoup d'énergie. On sait que cela représente 2%, je crois, du produit intérieur brut de chacun des pays par les moyens qui sont mis en œuvre. Tout ça n'a plus aucun sens, alors même que l'Afrique connaît une période d'instabilité. On le voit par le grand voisin de l'Algérie, le Mali. Reste, je note que cette semaine ou la semaine passée, des échanges particulièrement acerbes sont intervenus aux Nations Unies entre l'Algérie et le Mali, ce qui montre que toute cette zone doit être stabilisée. Moi, je rends hommage à Sa Majesté, à sa diplomatie, à M. Bourita, que j'ai l'honneur de rencontrer à chaque visite, pour cette action qui a permis effectivement d'aller de l'avant et de faire en sorte que la solution la plus raisonnable soit proposée. C'est la solution du développement, c'est la réalisation d'aéroports, de ports, d'usines de dessalement, de centres de formation, de cliniques, de logements, etc., qui fait que maintenant, cette zone doit profiter de ce développement. Il faut arrêter, il faut cesser ces confrontations qui n'ont plus de sens. Et moi, personnellement, je pense que cette décision va avoir beaucoup d'importance. Elle en aura sûrement par d'autres amis du Maroc. Monsieur Bourita, son Excellence Monsieur Bourita, le ministre des Affaires étrangères, a dit à plusieurs reprises qu'il fallait maintenant que les pays se positionnent par rapport à cette grande cause nationale. Moi, je me suis positionné depuis fort longtemps et ce qui me vaut beaucoup d'amitié de la part du Maroc, et j'en suis très touché. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, c'est maintenant cette prise de conscience que l'Afrique a besoin de plus de sérénité et qu'il faut éteindre des conflits qui ne servent à rien, sauf à mobiliser des forces qui pourraient être bien plus utilisées. Je dis souvent que si le Maroc, l'Algérie, la Tunisie s'associaient, vous seriez les tigres de l'Afrique par la quantité de capacité intellectuelle, d'énergie, de dynamisme, d'ouverture sur l'Atlantique et la Méditerranée. Nous avons besoin dans cette partie de la Méditerranée occidentale de paix, de coopération plutôt que de confrontation et d'invective. Et donc, je pense que la position du président de la République est vraiment essentielle dans cet environnement diplomatique. Alors, on ne va pas préjuger de ce que va dire le président de la République, mais comme on dit en bon français, next step, les prochaines étapes maintenant à prévoir, selon vous. Dernière question. Alors déjà, il y a une prochaine étape qui va concerner directement le Sénat, puisque je prépare moi-même la visite que le président du Sénat, le président Gérard Larcher, va faire fin novembre. Nous avons légèrement décalé les dates initialement prévues pour laisser toute l'ampleur de la visite, tout l'écho que la visite du président de la République va avoir. Et puis, donc, nous aurons cette visite du président du Sénat. Puis, je crois ultérieurement, au mois de décembre, je crois savoir que la présidente de l'Assemblée nationale elle-même fera aussi une visite officielle. Donc, vous voyez que déjà, les grandes institutions de la République française se mettent en mouvement pour amplifier et donner du contenu à cette décision. Et puis, je l'ai dit, il n'y a pas que ces déclarations officielles, il doit y avoir derrière tout cela un certain nombre
de mesures, à la fois qui concernent le secteur économique et privé, qui doivent permettre de bénéficier à cette partie de territoire. Je pense aux investissements économiques, mais aussi aux investissements culturels. Je milite beaucoup pour que l'on puisse créer un institut français, par exemple, à La Hayoun ou à Dakhla. La Hayoun, certainement. Je crois que ce serait un premier signe public. Et puis, bien sûr, d'autres étapes viendront dans le déroulement normal de la diplomatie. Et je n'oublie pas néanmoins que nous restons sous l'égide des Nations Unies. Et j'invite, et nous le faisons à chaque fois lorsque nous allons à l'Assemblée Générale des Nations Unies, lorsque nous envoyons une délégation du Sénat à l'Assemblée des Nations Unies, j'invite, bien évidemment, je souhaite que les Nations Unies reprennent leurs responsabilités. Il y a eu beaucoup d'envoyés spéciaux et on sait que tout ça n'a pas totalement débouché. Je crois que maintenant, il est temps de regarder l'avenir, de franchir une étape et d'assurer un avenir de paix dans cette région du monde qui en a tant besoin et sur un continent africain qui le nécessite aussi. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Je rappelle que vous êtes envoyé spécial pour les relations internationales du président du Sénat français, Gérard Larcher, et vous êtes aussi président du groupe interparlementaire d'amitié France-Maroc. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, sénateur. Alors, donc, messieurs, la France, comme on l'a entendu, comme vous le savez déjà, reconnaît la marocanité de nos provinces sud. Et après, ces derniers jours, il y a eu le Danemark et la Hollande qui ont, les Pays-Bas, qui ont franchi un pas supplémentaire en estimant le plan marocain très crédible et très sérieux, formant une bonne base pour le règlement du conflit. Aujourd'hui, donc, c'est Mohamed Heitami, c'est une vingtaine de pays sur les 27 de l'Union européenne qui soutiennent, chacun à son niveau, mais généralement à haut niveau, le plan d'autonomie. De quoi ça, c'est le signe en matière de relations entre le Maroc et l'Union européenne? C'est un bon signe. Sachant qu'il y a d'autres échéances qui arrivent. Je pense aussi que le président du Sénat, au niveau du Sénat du groupe d'amitié, a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit qu'il est temps que l'ONU prenne ses responsabilités parce que l'envoi, la désignation d'envoyés spéciaux ne donne pas les résultats. D'ailleurs, au niveau de l'Assemblée générale, M. Staffan de Mistura, c'est lui qui a demandé à rencontrer M. Borreta, qu'il a reçu et qui lui a rappelé. Mais jusqu'à quand on va continuer à désigner des envoyés spéciaux qui tournoient, je m'excuse du terme, et qu'à un moment donné, il faut que l'ONU puisse trancher sur cette question et peut-être que le moment est venu de passer à une autre étape et de terminer cette bataille de différentes reconnaissances, que ce soit par l'ONU et qu'on aille de l'avant. Surtout que lorsqu'on dit plan marocain, en réalité, ce n'est pas un plan, c'est une réalité. Parce qu'il est déjà mis en exécution. Il y a une situation de vécu qui est là et qui témoigne que les territoires, les provinces sont totalement intégrées, que les investissements y sont, et même au niveau des différentes instances, les porte-paroles sont surtout des compatriotes des provinces du Sud qui s'expriment et qui défendent leur marocanité. Donc je pense que c'est une étape à prévoir et j'imagine que peut-être sur les 2-3 années à venir, les choses vont aller dans ce sens. Et aussi avec les Européens, Khalid Chegraoui, je reviens donc, je reste sur cette question de l'Europe, je reste encore sur votre caractère africaniste, j'insiste. Le Maroc, donc, plus que jamais, passerelle entre l'Union européenne et l'Union africaine. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre les deux ensemble, mais est-ce que maintenant ça peut encore, la reconnaissance de la France est quand même importante, après celle de l'Espagne? Oui, vous savez, que ce soit à l'université, à l'UM6P ou au Policy Center, où on a développé le concept du Nouveau Sud, ce n'est pas juste de l'ajout verbal ni conceptuel pour ça, parce que pour nous, c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, si je résume ce concept de Nouveau Sud, c'est juste un Sud qui est décomplexé par rapport à son histoire. C'est un Sud qui se voit lui-même, qui s'autocritique, qui regarde son passé avec sérénité, mais qui regarde aussi l'avenir avec sérénité. Sans être dans la conflictualité, sans être dans la conflictualité, ni avec l'Est, ni avec l'Ouest, et qui ne demande que le respect.
Et je pense que c'est dans ce cadre-là que le Maroc aujourd'hui se positionne. On est un espace ouvert à la discussion, à la coopération avec l'Est comme avec l'Ouest. Nos amis européens, on a des relations plus que millénaires avec eux. Certes, il y a eu des moments difficiles de colonisation et autres, mais peu importe. Aujourd'hui, il y a aussi eu des butins de guerre de cette colonisation. Et on participe à l'évolution. Le continent africain aujourd'hui participe à l'évolution de la culture francophone en général. D'ailleurs, si elle se développe, cette culture, c'est principalement en Afrique. Et personne ne peut nous contester ce butin et cette participation. Je pourrais dire la même chose du portugais, je pourrais dire la même chose de l'anglais, je pourrais dire la même chose de l'espagnol et surtout aussi de l'arabe. La majorité des pays arabes sont en Afrique, des arabophones sont en Afrique et non pas en Asie, d'où l'origine du monde arabe. Donc, c'est quand même, on est dans une centralité extrêmement importante. Et le Maroc, de par sa géographie, de par son histoire, a toujours joué ce bridge, ce pont entre des mondes différents, entre des mondes atlantiques, des mondes méditerranéens et européens et les mondes africains. Et même, ça a toujours été historiquement le refuge d'un ensemble de contradictions qui se passaient au Moyen-Orient. Alors, ce pays-là, lequel est le Maroc, je pense qu'il a des rôles à jouer extrêmement importants, se trouvant dans cette zone. On l'oublie parfois parce qu'on considère que le Maroc est juste un pays d'Afrique du Nord. Mais non, aussi c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et on est dans ce point de rencontre extrêmement important à travers nos relations extrêmement intéressante, sereine et amicale et fraternelle, comme avec des pays comme la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. La route aujourd'hui, elle est libre depuis Tanger jusqu'à Lagos. Et on peut aller de Tanger jusqu'à Niamey au Niger. Personne ne peut s'enorgueillir de faire de même au niveau du continent africain, que ce soit à travers nos compagnies, que ce soit à travers nos entreprises commerciales, que ce soit à travers nos relations culturelles et autres. Permettez-moi de vous couper, Khalid Chegraoui, puisque vous êtes en train de devancer la question que je voulais vous poser à vous et à Sidi Mohamed Hitami sur les deux grandes initiatives récentes, parce qu'il y en avait pas mal des initiatives, que celles que sont le désenclavement du Sahel et la façade atlantique. Alors on disait autrefois que Souaira, vous connaissez bien la formule, oui. Souaira était le port de Tombouctou, donc ça nous ramène à l'histoire, et comme vous êtes historien, donc je vais vous demander de nous expliquer quelle est la profondeur, quelle est l'importance, quel est l'impact de cette initiative de désenclavement ou de renforcement du désenclavement des pays du Sahel. Comment elle s'articule avec nos provinces sud. Tout à l'heure, Hitami a dit quelque chose de très important que beaucoup de gens oublient parfois quand ils parlent du Maroc. Il y a une constance, il y a des continuités, pas seulement de l'État, pas seulement des traditions, avec beaucoup d'évolution bien sûr, mais quand on parle de l'Atlantique, et vous parlez de Saouira, mais revenons au XVIIIe siècle, à l'époque de Sidi Mohamed Ben Abdallah. C'est jamais l'historien sur l'histoire. Non, mais c'est quelque chose de très important. Moi, je le dis à mes étudiants, je dis, mais attends, n'oubliez pas que l'histoire, elle est toujours présente. Certes, je ne vais pas parler du futur, mais l'histoire, elle est toujours présente. Et il y a eu des visionnaires. Donc, n'oublions pas quand même ce cas-là, à un moment donné, après beaucoup de difficultés. Sidi Mohamed Ben Abdallah est venu après que le Maroc ait connu une situation extrêmement difficile pendant 40 ans après la mort de Moulay Ismaïl. Et ce monsieur-là, Sidi Mohamed Ben Abdallah, dans la grand-mère, on l'oublie, elle est d'origine, aujourd'hui, si on veut lui donner une carte d'identité, elle va être mauritanienne. C'est Khnata Bint Bekkar de Barakna, qui était la femme, l'épouse de Moulay Ismaïl, qui va donner naissance à Moulay Abdallah, qui va donner naissance à Sidi Mohamed Ben Abdallah, qui sera éduqué par sa grand-mère. Et je pense qu'elle lui a fait inculquer cette fibre atlantique, cette fibre transsaharienne extrêmement importante. Ça, c'est juste pour l'anecdote historique. Mais ce roi, ce grand roi, il a eu la vision à l'époque de réunir les espaces atlantiques par la reconnaissance des États-Unis, des contacts extrêmement importants avec des pays scandinaves, en outre des pays de la Méditerranée. Alors qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Ce n'est pas un retour en arrière. Mark Twain disait toujours que l'histoire ne se répète pas, mais elle vibre. En fait, ce sont les vibrations de cette histoire qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et je pense que Sa Majesté Mohamed VI est dans un concept extrêmement important parce que il y a ce retour aussi aux sources. Donc, le Maroc est un espace de carrefour entre
des mondes extrêmement importants et variés, le monde atlantique, le monde méditerranéen et le monde saharien. Et le Maroc, quand il se coupe de son sud, a des problèmes. Le Maroc, quand il ne regarde qu'au nord, a des problèmes. Le Maroc, quand il plonge à l'est, il n'a que des problèmes. Le Maroc naît, ce grand Maroc, quand il est ouvert à ces trois mondes, quand il joue les rapports d'intermédiaires, les rapports de coopération entre ces trois mondes. Et je pense que c'est... D'ailleurs, juste un petit chiffre, parce qu'on l'oublie, on parle de l'Atlantique comme quelque chose de très très loin. Oui, certes, on est très proche, on est sur l'Atlantique, mais l'Atlantique, c'est juste entre 300 et 200 kilomètres du Sahel. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc, si on veut se développer, il va falloir qu'on voit l'Internet, qu'on regarde nos bases arrières. Et juste un petit mot, je termine, je parle beaucoup, je le sais. Non, vous parlez d'or, mais c'est Mohamed Aïtami aussi parle d'or. Il y a un pays que j'aime beaucoup, le Mali. Aussi la Mauritanie, bien sûr, mes amis mauritaniens ne se foncent pas. Le Mali, c'est un peu le joyau de la couronne du Sahel. Et on ne peut pas garder, protéger, préserver ce joyau sans le laisser respirer. Et on ne peut le laisser respirer qu'en lui donnant accès à l'Atlantique. L'air marin. C'est Mohamed Aïtami, même question, mais sur la façade atlantique de l'Atlantique. Je vous pose cette question, je vous ai réservé pour cette question parce que je sais que vous êtes un très fin connaisseur de cette façade atlantique pour avoir exercé directement ou indirectement dans un certain nombre de pays. Qu'est-ce que je peux dire après Monsieur le doyen, c'est Chagraoui. Oui, l'historien, mais il poétise l'histoire, donc c'est assez... C'est un art, l'histoire. Oui, c'est qu'une science. Écoutez, la vision de Sa Majesté, elle a été exprimée dans son discours. L'espace atlantique a besoin de regroupement et il a besoin de consolidation et il a besoin aussi de mutualisation. Les pays pris séparément, et on sait, ne peuvent pas vraiment aller vers le développement et parce qu'il y a beaucoup de contraintes, notamment elles peuvent être logistiques, elles peuvent être financières, elles peuvent être aussi des contraintes de marché. C'est-à-dire que lorsque vous faites un projet qui englobe 3 ou 4 pays, vous avez une rentabilité, vous avez une faisabilité des choses. Et c'est ce que prend le Maroc d'ailleurs dans l'initiative pour l'Atlantique. Le Maroc ne veut pas être le chef de file de tout. Il développe un concept, il développe qui est mutualisé et qui profite. Et donc rien n'empêche des initiatives domestiques ou locales entre pays. Le Maroc peut apporter, Sa Majesté a dit qu'on pouvait apporter notre expérience, notre savoir-faire, notre logistique, mais pas dans un souci d'hégémonisme, mais au contraire dans un souci de partage et d'aide. D'ailleurs, beaucoup de gens ne connaissent pas beaucoup l'AMSI, l'Agence marocaine de coopération internationale, qui est le bras armé de la coopération. C'est 40 000 cadres qui ont été formés des pays subsahariens, des pays d'Afrique. C'est des bourses qui atteignent 10 000, avec des postes pédagogiques au Maroc, avec des hôpitaux mères et enfants, avec énormément de choses qui sont faites. C'est-à-dire que l'initiative vient appuyer sur tout ce que fait le Maroc au niveau de l'Atlantique. Et l'initiative de l'Atlantique ne peut pas être dissociée du gazoduc. Parce que ça fait partie d'un ensemble. Et c'est pour ça que les pays du Sahel, les pays de l'Interland, c'est-à-dire qui n'ont pas accès, ont été associés pour qu'il y ait un renouveau de l'Afrique. Et je voudrais faire une petite liaison avec cette rencontre qu'il y a eu il y a quelques jours au sujet donc, de la lutte contre Daesh, les 87 pays qui se sont réunis à Washington. Et M. Bourita avait fait une déclaration intéressante. Il avait dit que le monde a réussi à vaincre le terrorisme au Moyen-Orient, mais il s'est déplacé en Afrique, au Sahel. Et il faut regarder aujourd'hui si cette volonté de développer, de construire, de donner de l'espoir à la jeunesse africaine n'est pas en train d'être contrecarrée par d'autres velléités. Par d'autres pays qui ont intérêt à ce que cette situation perdure, parce que c'est de cette manière qu'ils vivent. Et c'est ça, à mon sens, le fond du problème. Vous savez, je voulais vous poser la question, moi, vous m'avez devancé. Il a aussi dit une phrase savoureuse, si on peut s'exprimer ainsi, que les solutions, la nécessité
qu'il faut avoir des solutions africaines pour des problèmes africains, mais que pour autant, ça ne devrait pas servir de prétexte à se laver les mains, à s'en laver les mains. Donc c'est à vous de diriger ça. Donc c'est pour revenir à ça. Alors je reste avec vous, c'est Mohamed Hitami, puisque vous êtes un homme de chiffres, vous connaissez bien les chiffres. On revient à Omar Hidal qui reprochait donc dans sa joute avec le ministre algérien Attaf à l'Algérie d'ignorer l'essor économique et les investissements réalisés au Sahara, en usant de cette jolie formule aussi. Je crois qu'on est dans la poésie dans cette affaire. On ne peut cacher le soleil, particulièrement celui du Sahara. Bravo, Excellence, d'avoir rappelé ça. Alors rappelez-nous, c'est des grandes réalisations que vous connaissez bien au Sahara. Déjà, il y a le chiffre de 77 milliards de dirhams qui a été alloué et qui est aujourd'hui en grande partie réalisé. Et il y a toutes ces infrastructures, le dernier discours de Sa Majesté avait aussi évoqué un petit peu les projets, disons marocains au niveau du Sahara. Tout ce qui est économie bleue, tout ce qui est le port de Dakhla, pas seulement le port, mais la zone logistique et la zone d'installation. J'ai eu le plaisir et le privilège de visiter ces installations. Elles sont gigantesques, elles avancent à un rythme très élevé. Et on était avec une délégation de plusieurs pays d'Afrique subsaharienne qui ont tous demandé est-ce que nous aurons des espaces pour nous et la réponse était bien sûr était oui. Donc il y a toute cette économie de la mer, les routes et les infrastructures, tout ceci est fait pour que les pays du Sahel et les pays de la façade atlantique en profitent. Donc les choses avancent bien. Maintenant, la reconnaissance par la France, et ça a été dit, va amener aussi de nouveaux investissements. Parce que ce qui est important, c'est l'investisseur qui croit dans la région et qui va donner un stimulus à l'emploi et Dakhla, surtout Dakhla, la région, est une véritable plaque tournante de l'investissement. Donc il y a énormément de projets qui sont en train d'être implémentés et ça va créer une dynamique extraordinaire, aussi bien pour notre économie que pour les économies, je dirais, africaines. Et surtout, l'idée est très défendue que ce n'est pas une éviction. C'est-à-dire on n'est pas en train de faire un port pour gêner un autre port, puisque tout le monde le sait, plus on a de ports, plus le commerce évolue, et parce que les ports en général... De taille différente, ou même de même taille, mais d'affectation différente. Il s'agit aussi surtout de proximité, c'est-à-dire pourquoi je vais aller, si je suis par exemple au Mali, pour quelle raison vais-je aller à Dakhla si je peux aller au port de Dakar? Donc c'est pour ça qu'il faut démystifier cette question-là et expliquer que un port comme celui de Dakhla apporte une valeur ajoutée et contribue au fonctionnement des autres ports. Parce qu'un bon port, c'est aussi un port de transbordement. Ce n'est pas un port je dirais, de déchargement final. Le port de Tanger-Med, il y a moins de 1% transite pour le Maroc. Tout est transbordement. Donc un port comme celui de Dakhla, d'ailleurs il y a un port maritime et un port de pêche. Il y a en vérité deux ports, ce n'est pas un seul. Et donc il va contribuer aux échanges de marchandises et surtout à la réduction des délais. L'Afrique souffre aujourd'hui. Quand vous avez un conteneur qui vient, il peut mettre 2-3 mois. Et lorsque vous avez des ports de relais, d'ailleurs Dakhla peut être aussi un port et un relais routier de tir, de transport international routier. Donc aussi bien pour le Maroc que pour l'Interland que pour l'Atlantique. Il nous reste, je suis désolé de vous avoir coupé, c'est Mohamed Hitami, il vous reste 1 minute 30 pour le mot de la fin. 1 minute. Alors, Sa Majesté, comme son arrière-grand-père, arrière-grand-père, c'est de Mohamed Abdallah, a cette fibre africaine. Et il se l'est toujours appropriée depuis le début. Et je pense que les Marocains doivent se l'approprier beaucoup plus que ce l'est maintenant. Et pas seulement en termes culturels ou folkloriques, non, mais réellement politiquement parlant et culturellement parlant et sociologiquement parlant. Parce que c'était ça l'apanage de nos ancêtres juste avant la colonisation, chose qu'on a perdue avec la colonisation qui a coupé les routes. N'oublions pas que le Maroc
il y a un seul pays, 2 pays en Afrique du Nord qui ont un contact direct avec les pays du Sahel et du Sud. C'est l'Algérie et la Libye, par le bon vouloir ou le bon vouloir de la colonisation. Les grands pays historiques, et nous n'oublions pas, l'Égypte, la Tunisie et le Maroc, depuis Carthage, depuis les Phéniciens, depuis tout ce qui a existé au Maroc, n'ont pas de frontières directes par ce bon vouloir de la conférence de Berlin. Donc c'est quelque chose de bien décidé, de bien dessiné depuis la fin du 19e siècle jusqu'au la conférence de 1884. Oui, de 84-85. Retournons à cet espace. Première chose. Deuxième chose. Rapidement. Deuxième chose très importante. On a un 5+5 au niveau de la Méditerranée. Mon ami, professeur Abdelhak Basso, a produit récemment un papier extraordinaire au niveau du Policy Center for the New South à propos de... Donc, je copie un peu sur lui, créant un 3+3 atlantique dans la mouvance, dans l'appel de Sa Majesté, afin de relier les 3 pays atlantiques qui nous sont liés, Portugal, Espagne, France, avec les 3 pays qui sont liés au Maroc, Mauritanie, Sénégal. Et créant des entités de rapport pour le bien-être de tous. Votre ami et mon ami Abdelhak Basso, qu'on salue au passage si il regarde cette émission. Si Mohamed Aitami, merci d'avoir été avec nous. Professeur Khalid Chagraoui, merci d'avoir accepté aussi d'être sur ce plateau. Nous étions aussi en liaison à partir de Paris avec le sénateur Christian Cambon, qui est le président du groupe interparlementaire d'amitié France-Maroc. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.